Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue au cœur de l'actualité sociopolitique sur la chaîne YouTube de l'Alternative. C'est la grande messe de la semaine. L'équipe est en place. Ferdinand Haïté, Isidore Kouonou. Je rappelle que Ferdinand Haïté est le patron de l'Alternative. Isidore Kouonou est le rédacteur en chef. C'est ensemble avec eux que nous allons faire une incursion dans l'univers de l'actualité sociopolitique marqué ces derniers temps-ci par la tournée diplomatique de l'ancien ministre de l'Intérieur, François Bokor, en exil depuis 2005. Nous parlerons de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui a présenté son bilan mitigé des 18 mois de lutte commune. Et puis, nous reviendrons sur la fermeture des églises par la police des cultes. L'autre journal, c'est parti. Bienvenue à tous. Bonsoir Ferdinand Haïté. Bonsoir Claver. Isidore, bonsoir. Bonsoir à tous les internautes. Et finalement, la C14 a présenté son bilan, bilan jugé un peu mitigé. Ferdinand, généralement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce bilan avant de parler du contenu de ce bilan? Non, d'abord l'exercice lui-même, je pense que c'était une démarche nécessaire. On l'avait souhaité ici sur ce plateau en disant... Après 18 mois de manifestations et après tout ce qui s'est passé le 20 décembre dernier, il fallait faire un break pour faire un peu l'état des lieux, pour essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis prendre de nouvelles résolutions parce qu'ils étaient 14 partis, il y a eu pas mal de problèmes, il y a eu des dysfonctionnements, tout le monde a vu ça. Et il faut régler tout ça pour repartir sur de bonnes bases. De mon point de vue, même si certains n'ont pas adhéré à l'initiative, elle était nécessaire pour remettre tout à plat, se dire les vérités et de repartir de bon pied. Donc moi je pense que ici sur ce plateau, on avait appelé toute la classe politique de l'opposition à faire cette journée de réflexion. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il y a un relevé de conclusion. On verra ce qu'ils ont décidé tout à l'heure. Mais pour le principe, je pense que c'était bien de se réunir et d'évacuer tout ce que les gens avaient sur le cœur. Oui, Isidore, il y a certains partis qui n'ont pas participé à ce conclave. Ils disent attendre le relevé de conclusion des participants. Finalement, le relevé de conclusion est sorti. Est-ce que ça peut résoudre le problème au sein de la C14? Oui, au-delà de l'exercice que la C14 a fait la semaine dernière, nous pouvons saluer l'appel lancé par les leaders aux autres partis qui n'ont pas pu participer au conclave. La dernière fois, ils l'ont dit, ce n'est pas un podium ou bien une tribune pour condamner tel ou tel parti parce qu'il n'a pas participé aux travaux. Donc, ils lancent toujours les appels à l'endroit de ces partis. Comme tu as posé la question tout à l'heure, ce que ces partis avaient dit, qu'ils attendaient le relevé de conclusion, je crois que c'est le contraire qu'avaient dit les autres leaders la dernière fois, puisqu'ils avaient été invités, après ces 2 journées de réflexion, ils avaient été invités pour partager le contenu du relevé avec ces partis. Mais seulement le quart qui a répondu à l'invitation, les autres partis qui ont boycotté les 2 journées de réflexion n'ont pas pu faire le déplacement, n'ont pas pu rencontrer les autres camarades pour partager le contenu de ce document. Aujourd'hui, je crois que il espère que ces partis
qui ont suspendu leur participation aux activités de la coalition reviendront de meilleurs sentiments et revenir à la coalition pour qu'ensemble ils puissent continuer, redéfinir de nouvelles bases pour la lutte. Oui, on pourra dire, Ferdinand, on pourra dire que c'est encore mal parti. Bon, encore mal parti, je ne le dirais pas comme ça. Bon, vous savez, ils sont 14 partis. Certains ont jugé nécessaire de ne pas y aller. Je pense que à la fin des travaux, on leur a présenté les conclusions. Ils n'ont pas voulu adhérer. Je pense que dans la tête de certains, ils sont décidés à faire cavalier seul. Sauf que moi je dis, face à ce régime, il n'y a aucun salut à vouloir faire cavalier seul. Parce que plus vous êtes ensemble, plus vous êtes fort, plus vous êtes protégé. Mais en voulant faire cavalier seul, vous êtes plus exposé. Et on a vu ça en août 2019, lorsque ce que le PNP a voulu faire, c'est heurter à la répression de la machine du régime. Donc il faut faire preuve d'un minimum d'humilité et comprendre que quand on est en groupe, il faut tenir compte de la vie de tout le monde. Il faut parfois arrêter de lancer des accusations de part et d'autre, de regarder derrière, dans la face des autres, des traîtres et tout ce qu'on peut imaginer, et travailler ensemble. Ça, c'est le souhait. Maintenant, dans la réalité, il y a des gens qui pensent que, bon, seuls ils sont forts, d'autres sont peut-être dans une mission commandée, ils ne retourneront jamais dans la coalition. Maintenant, vous faites allusion à qui Non, je fais allusion à personne. Maintenant, il appartient aux Togolais de faire la part des choses de tout ça. Mais moi, je pense honnêtement, en tant que journaliste et analyste, que c'est ensemble qu'ils seront forts. Mais si certains décident d'aller seuls, on verra. Parce que, vous voyez, l'histoire de ce pays, beaucoup de gens fonctionnent en ignorant l'histoire. La sociologie de ce pays, les gens l'ignorent, fait que nous avons des partis politiques qui ont au départ une base plus ou moins, je ne dirais pas régionaliste, mais il y a ce genre de traces qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a certains partis qui sont plus implantés dans certaines localités que d'autres. Et donc, il est impossible pour un seul parti de bouger tout le Togo dans tous les coins. Ça, il ne faut pas se tromper. C'est pour ça qu'il faut s'entendre. Et quand on est ensemble, il y a des sacrifices à faire, il y a des ambitions à revoir à la baisse pour qu'on puisse s'entendre sur le minimum pour avancer. Maintenant, s'il y a des gens qui estiment qu'ils sont des Tarzans et qui peuvent faire la chose seuls, on verra avec le temps. Et moi, c'est ce que je pense. Et je me dis que ce n'est pas la peine de continuer par faire les querelles, de se tirer dessus, comme si on fait la cour à une femme qui refuse de venir, il faut courir derrière elle tout le temps et tout ça. Non, ceux qui sont prêts à s'entendre pour fonctionner ensemble, il faut qu'ils fassent leur chemin. Ceux qui veulent aussi le faire seuls, parce qu'ils se disent qu'ils ont les moyens de le faire seuls, il faut qu'ils fassent aussi leur chemin. Si un jour le destin veut qu'ils se croisent quelque part, ils vont se croiser. Donc voilà ce que moi je pense. Et Ferdinand, on va essayer de faire une évaluation comme l'a fait la C14 lors de son relevé de conclusion. Nous allons prendre quelques points. Premier point par exemple, la C14 qui confond l'objectif et les moyens. C'est-à-dire, quand on parle de l'objectif, il parle de l'alternance et les moyens, les manifestations. Et c'est dit clairement dans leur conclusion, dans leur relevé de conclusion. Oui, dans ce document, nous avons vu, il y a plusieurs points, au moins trois points dans le document. Et ils sont arrivés à détecter une faiblesse de la coalition la dernière fois. Et c'est là où on les félicite parce que ce n'est pas facile, après 18 mois de manifestation. Ils ont relevé que la coalition, à un moment donné, a confondu l'objectif, qui est l'alternance, pour laquelle ils ont créé cette coalition, l'objectif et les moyens d'action qui sont les manifestations et le dialogue. Mais justement, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ce sont des acteurs politiques, malgré tout. D'abord, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce qu'aujourd'hui,
tout le monde le reconnaît, et nous l'avons dit ici sur ce plateau, la coalition regrette d'avoir arrêté les manifestations au moment du dialogue. Là, la presse, nous l'avons écrit plusieurs fois dans notre journal Alternative ici, que les manifestations sont un moyen, c'est-à-dire sont la seule arme dont dispose la coalition en ce temps-là pour faire la pression sur les facilitateurs et le pouvoir pendant le dialogue. Mais laisser les manifestations et aller au dialogue, voilà, on ouvre un boulevard pour le pouvoir, surtout de commencer à se jouer de ses adversaires. Et aujourd'hui, bon, ils l'ont mis dans le relevé de conclusion, ils regrettent d'avoir arrêté ces manifestations. Bon, vous vous demandez, bon, pourquoi est-ce que les politiques peuvent agir de la sorte? Bon, je ne sais pas. Là, on les a pourtant avertis. On les a pourtant dit de ne pas arrêter les manifestations en ce temps-là. Mais bon, on ne sait pas pourquoi, comment est-ce qu'ils se sont emportés, de quel droit ils ont arrêté les manifestations, on ne sait pas aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que les acteurs politiques qui sont dans cette lutte pendant des décennies peuvent commettre ces erreurs-là, Ferdinand. Bon, je pense Comment que... confondre... Je pense que, on l'avait dit en autre temps, Isidore vient de le rappeler, beaucoup nous ont lancé des pierres en disant oui, les journalistes n'ont pas à leur donner des conseils de stratégie, qui sont eux-mêmes des stratèges. Et quelques mois après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort. Ils ont dit oui, on a eu tort d'avoir arrêté les manifestations. Je pense que c'est une bonne chose de le reconnaître. Et pour moi, il faut qu'on tourne la page. C'est-à-dire, ils l'ont reconnu, après ils l'ont reconnu dans le relevé des conclusions. Ce n'est pas la peine de revenir tout le temps sur ces sujets-là. Souhaitons qu'ils aient tiré les leçons de ces faux pas-là pour ne plus retomber à la prochaine fois dans les mêmes erreurs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de revenir tout le temps sur le passé, qui a fait ceci, qui a fait quoi et tout. Je pense que ça relève déjà de l'ordre du passé. Et il faut avancer. Il faut avancer justement dans leur relevé de conclusion. Ils ont posé les fondements d'une nouvelle dynamique unitaire des forces démocratiques. Quelle marge de manœuvre la C14A? Bon, déjà, il y a certains qui manquent à l'appel. Il faut le souligner. 5 partis, dont un principal. Et puis les autres nous disent oui, la C14 est pour eux comme une marque déposée. C'est pas parce que les autres sont partis qu'il faut donner un autre nom à la C14. Ils vont continuer de travailler ensemble, du moins ceux qui sont dans le reliquat de la C14, et quitte à intégrer d'autres nouveaux venus, d'autres qui souhaiteraient rejoindre la barque. Alors, c'est tout ce que nous on peut souhaiter, et c'est ce qu'ils ont dit en partie dans les conclusions de leur état des lieux, c'est de restructurer cette C14-là, d'avoir un secrétariat, d'avoir un porte-parole, d'avoir une présidence tournante, ou je ne sais pas quoi. Du reste, il faut organiser tout ça. Même un petit club de tournoi de football de quartier est organisé, de manière à ce que ce qu'on a vu par le passé ne se répète plus. C'est-à-dire, vous avez plusieurs personnes qui parlaient à la fois au nom de la C14 et parfois, il y avait des déclarations qui étaient contradictoires. Et c'est relevé clairement dans... Et donc, on n'a pas besoin forcément à chaque fois qu'on va à une réunion que plusieurs personnes parlent à la fois. Il faut un porte-parole. Il faut un secrétariat permanent, et puis il faut une trésorerie, et puis il faut une présidence. Et donc, je pense que ça permettrait aussi à nos frères qui sont dans la diaspora, qui ont envie d'envoyer des propositions, d'envoyer des moyens, de savoir spécifiquement vers qui on s'adresse, à qui on s'adresse. Vous voyez, parce que la diaspora a eu des problèmes à envoyer des propositions et des moyens, et les gens se sont beaucoup plus contentés d'envoyer ces moyens-là à leur parti politique. Vous voyez, et donc il faut une restructuration, et je pense qu'on ne fait aucune aventure de ce genre sans aucune base, ni un minimum de base. Et c'est une bonne idée de remettre une charpente autour de laquelle tous ces groupes-là vont... Justement, Ferdinand vient de parler de la diaspora. Actuellement, on constate une cassure entre la C14 et la diaspora togolaise.
Bon, c'est une cassure. Moi, je dis qu'aujourd'hui... Ou bien ce sont des malentendus? Je ne dirais même pas que c'est une malentendu. Aujourd'hui, comme Ferdinand vient de le dire, il y a une certaine rupture entre la diaspora est un peu perdue. Elle ne sait pas à qui s'adresser aujourd'hui, puisque c'est maintenant que la coalition est en restructuration avec les différentes bureaux, bien sûr, la commission qu'on a créée la dernière fois avec ce que nous verrons dans le document, oui. Le relevé de conclusion. Donc, lorsque la coalition arrivera à asseoir ces différentes commissions, ces différents pôles de décision, la diaspora saura à qui s'adresser désormais. Je crois qu'avec cette structure-là, la coalition des 14 aura la chance maintenant de coopérer, c'est-à-dire de travailler avec la diaspora avec ses différentes associations, mouvements qu'on connaît. Si possible, ces différents mouvements et associations peuvent se fondre dans la coalition comme eux-mêmes veulent le faire en créant un grand mouvement pour remobiliser les Togolais et relancer la lutte pour l'alternance en 2020. Nous sommes en mars et le temps presse et il faut faire tout ça là avant 2020. Il faut rallumer la flamme de la mobilisation. Est-ce que C14 aura le temps nécessaire pour toutes ces choses-là? Oui, elle aura le temps, ou ils auront le temps si ils évacuent vite les petits soucis et puis s'attaquent à l'essentiel. L'essentiel, c'est aujourd'hui les réformes. Oui. Les réformes, parce que c'est important de réaliser les réformes telles que la CEDEAO l'a préconisé. Et donc, il faut recommencer la pression. Il faut rappeler à la CEDEAO la nécessité de faire les réformes et mettre la pression sur le régime pour que les réformes soient faites par la classe politique dans son ensemble, pas par le régime et son Assemblée nationale. Et comme ça, après les réformes maintenant, l'opposition saura réellement quelle est la stratégie qu'elle va adopter. Parce que s'il y a des réformes, elle saura comment elle va s'organiser pour les élections de 2020. S'il n'y a pas de réforme, elle saura aussi comment s'organiser pour affronter 2020. Donc, tout tourne autour des réformes aujourd'hui. Et l'urgence aujourd'hui, c'est qu'il faut s'organiser et laisser de côté les petits soucis et travailler aux réformes, mais ensuite travailler rapidement à une offre politique solide et crédible, parce que ça aussi, ça a manqué à un moment donné à la coalition. Quand on le dit, les gens essaient de vouloir minimiser, mais vous ne pouvez pas être à 14 personnes et ne pas proposer une offre politique quand vous demandez la démission de celui qui est là, parce que s'il démissionne, comment vous prenez le pouvoir? Sur quel délai? Est-ce que c'est une transition? Est-ce que c'est ceci, c'est cela? On a besoin de savoir où vous voulez conduire le pays. Et donc, il faut s'asseoir, travailler, rédiger, proposer une offre politique post-dictatoriale. Une offre politique post-dictature est différente d'un projet de société. Parce que si nous voulons tourner la page du régime qui est aujourd'hui de 52 ans, ça induit forcément des conséquences. Et il faut essayer de voir comment est-ce qu'on va s'organiser pour gérer ça, autour de quel leadership. Donc c'est ce travail-là qui incombe aujourd'hui à l'ensemble de la classe politique. Moi, je ne parle pas seulement de la coalition. Oui. Maintenant, il faut savoir se mettre au travail à temps pour ne pas être surpris par le régime. Parce que pendant qu'on est en train de se quereller, de se bagarrer sur qui doit être ici, qui ne doit pas être ici, le régime, lui, continue de faire, de préparer le terrain, de se préparer pour la fraude électorale en 2020. Voilà l'enjeu aujourd'hui. Voilà l'enjeu, vraiment. Et Jidor, il y a un problème, une question qui se pose. L'opposition se prépare. L'opposition n'exclut pas les élections, notamment les élections locales et la présidentielle de 2020. Mais est-ce que l'opposition va aller à ces élections sans les réformes, ou bien l'opposition va se battre pour obtenir les réformes et aller à ces élections? En tout cas, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'ils vont se battre pour avoir ces réformes et aller aux élections. Néanmoins, ils se préparent, parce que selon ce qu'ils disent, ils se préparent maintenant pour les élections, quitte à se battre aussi pour les réformes. Parce qu'ils ne veulent pas, ce qu'un leader a déclaré la dernière fois, ils ne veulent pas être surpris à la veille des élections, que le régime fasse des réformes à la veille de ces élections et qu'on leur dit, bon, demain, allez aux élections, et qu'ils soient surpris
parce qu'ils ils ne se sont pas préparés pour ces élections et c'est à la veille des élections qu'ils vont commencer par faire ceci ou cela. Donc, ils se préparent pour ces élections et ils vont exiger ces réformes. Si le régime fait des réformes, ils vont aller aux élections. Et si le régime ne le fait pas, bon, là, ils sont un peu... ils tergiversent un peu pour aller ou ne pas aller. Moi, je crois que cette question, on doit le poser au leader de la coalition. Et en ce qui concerne la présidentielle de 2020, on sait qu'aujourd'hui, il y a cette question de candidat unique qui divise au sein de la coalition elle-même, puisque les 9 partis qui ont participé à cette journée de réflexion, 6 partis sont pour la candidature unique. Il y a 2 qui ont refusé. Il y a un parti qui s'est réservé. Un parti qui se réserve parce que ce parti-là dit qu'il ne va pas se prononcer là-dessus. Donc là aussi, il y aura des difficultés à accorder les violons avant d'aller à cette présidentielle en 2020. Oui, et Ferdinand, l'enjeu de la question aujourd'hui est de savoir si le pouvoir pourrait faire les réformes avant les élections. Et si ce n'était pas le cas, que doit faire l'opposition? Aller aux élections sans réforme ou bien boycotter et continuer par revendiquer les réformes? Je viens de le dire. De toutes les façons, le pouvoir n'a aucune envie de faire les réformes, même à minima. Ça, il faut avoir ça en tête. Ils n'ont aucune envie de faire les réformes. Et c'est logique. Parce que ceux qui disent que nous sommes devant une dictature ne se reforme pas. Ils ne vont pas faire les réformes pour perdre les élections. Maintenant, il faut mettre la pression sur eux pour obtenir les réformes. Et c'est pour ça qu'il y a urgence aujourd'hui à ce que l'opposition laisse de côté les bisbilles, les problèmes de personnes, les querelles de chapelle politique pour s'entendre sur l'essentiel. Vous voyez. Maintenant, s'il y a les réformes, ou s'il n'y a pas les réformes, faut-il aller ou boycotter les élections? Ça, c'est un autre débat. Vous trouverez des gens dans l'opposition qui vous diront « Nous, on ne boycottera pas les élections parce que ça ne nous donnera absolument rien ». Il y a ceux qui vous diront « Oui, il faut boycotter et essayer de faire la révolution et renverser le régime ». Cette pratique aussi, ou cette théorie aussi, a ses limites. On voit bien. Donc, à un moment venu, ou à un moment donné, face à cette équation à plusieurs inconnus là, il faudrait quand même trouver une solution pour avancer. Donc moi, je ne suis pas ici en ce moment pour dire il faut boycotter ou il ne faut pas boycotter. Il faut que l'opposition se batte pour les réformes et puis après on verra. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission, surtout que la société civile aussi se prépare. Et dans l'actualité, il y a cette tournée de l'ancien ministre de l'Intérieur, François Bocor, qui cristallise les commentaires. On va revenir sur ça dans la deuxième partie de cette émission. Restez en notre compagnie.